Chers téléspectateurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission Hewar sur Ecoactu.ma que nous consacrons au secteur de l'agriculture. C'est un secteur vital étant donné que c'est l'un des piliers fondamentaux de l'économie mais aussi l'une des locomotives de la croissance qui contribue à hauteur de 15% au PIB national et qui est l'un des principaux pourvoyeurs d'emplois. C'est aussi l'un des secteurs des grands défis et des grandes interrogations, notamment au démarrage de toute campagne agricole. Sécheresse, retard des précipitations, pénurie d'eau, conjoncture internationale, hausse des prix des intrants, hausse des prix des produits agricoles, autant de facteurs qui aujourd'hui préoccupent les Marocains, mais aujourd'hui qui imposent plusieurs questions. Comment s'annonce la campagne agricole 2023-2024? Quelles répercussions et quel impact sur les prévisions économiques, mais aussi quel impact sur le niveau de vie des Marocains? Quelles sont les mesures prises par la tutelle pour atténuer l'impact de ce retard sur le secteur, mais aussi quels sont aujourd'hui l'impact de la réforme de la décompensation sur le secteur agricole? Autant de questions que nous poserons aujourd'hui à notre invité de l'émission Hewar, M. Mohamed Sadiqi, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation à cette émission Hewar. Merci beaucoup de cette opportunité. Alors cela fait plus d'un mois, et plus précisément le 20 octobre, vous avez lancé la campagne agricole 2023-2024 dans un contexte marqué par une succession des années de sécheresse, mais aussi dans un contexte international qui est marqué par le renchérissement des coûts des intrants. Aujourd'hui, et sachant que la pluie n'est pas encore au rendez-vous, quelle appréciation faites-vous de la situation actuelle et surtout, comment comptez-vous, quelles sont les mesures que vous avez prévues pour atténuer l'impact de ce retard des précipitations sur le secteur? Effectivement, nous sommes à la troisième année d'une série de campagnes agricoles qui ont vraiment souffert de stress hydrique, de sécheresse et également de variations de température avec des chocs et des pics. Et tous ces changements, ces variations impactent sévèrement le secteur agricole de manière globale. Alors, nous sommes, comme vous venez de le dire, encore dans un contexte très difficile, très compliqué, historique, d'une polycrise, plusieurs facteurs qui jouent en même temps, avec un impact sur le secteur agricole en matière d'augmentation des frais de production, du coût de production. Donc l'inflation a atteint le secteur agricole, toutes les chaînes de valeur pratiquement depuis l'année dernière. Cette campagne a commencé avec une pluviométrie qui était intéressante. Nous sommes à 51 mm depuis le début donc, de la campagne qui commence le 15 septembre. Mais depuis le 10 novembre, plus rien. Alors ces 51 mm représentent à peu près à aujourd'hui mieux d'abord que l'année dernière, mais 34% de moins qu'une année normale. Une année normale, c'est un peu la moyenne des 30 dernières années. Le début de la campagne a encouragé les agriculteurs donc, à travailler, à commencer donc, les préparatifs du sol et à travailler. Nous sommes à peu près à 900 000 hectares qui est semé et également les réserves en eau des barrages donc nous permettent d'avoir une programmation des superficies irriguées en mettant l'accent sur les cultures essentielles qui approvisionnent le marché national. Toute une série de mesures ont été prises pour cette campagne et qui sont particulières, très importantes et peut-être certaines sont historiques. Nous avons, suite aux instructions de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, focalisé sur d'abord l'amont des filières et sur le coût de production. L'idée, c'est de pouvoir réduire ces coûts de production avec l'objectif de réduire le prix de vente des produits agricoles pour le consommateur. Alors, en ce qui concerne le premier intrant qui est la semence et les plants, les céréales
avec une quantité qui a été préparée avec un effort très important, donc des professionnels de multiplicateurs de semences, mais également de la Sonacos, 1,1 million de Kento, pratiquement 50% a été déjà vendu à aujourd'hui, avec un prix subventionné de 30%. L'État subventionne 30% en gros des prix des céréales. Les semences de 3 cultures maraîchères, la première fois dans l'histoire qu'on les subventionne, qu'on les appuie, il s'agit de la tomate, de la pomme de terre et de l'oignon. Comme nous avons appris de l'année dernière l'augmentation donc, des prix, il a fallu donc agir au niveau donc, de leur coût de production. Et la semence constitue un facteur important de leur coût de production. Et pratiquement 50% du prix va être pris en charge par l'État. Le deuxième intrant important, ce sont les engrais. Alors les engrais phosphatés qui sont produits au Maroc, l'Office chérifien des phosphates assure l'approvisionnement du marché à raison de 600 000 tonnes annuellement à des prix stables, fixes, qui n'ont pas changé malgré l'inflation. Par contre, en ce qui concerne les engrais azotés, qui sont importés en totalité, on utilise en moyenne dans une compagnie agricole 500 000 tonnes. Alors là, nous avons agi pour leur subvention, pour leur appui, car ils ont augmenté au niveau international. L'année dernière, les prix ont augmenté de 5 fois, 4 fois, 5 fois. Et donc, il a fallu mettre en place cet appui pour les engrais azotés, tout type d'engrais azotés utilisés au Maroc, à peu près 2 milliards de dirhams. Et donc, aujourd'hui, nous avons des prix imbattables qui n'existent nulle part. Et pour la totalité du volume utilisé au Maroc, c'est-à-dire 500 000 tonnes d'engrais. Ça veut dire pour toutes les cultures, pour tous les agriculteurs disponibles. Ça, c'est une mesure également extrêmement importante et historique. Que vous avez adapté selon la conjoncture actuelle. Et tout ça, ce sont des mesures pour gérer cette conjoncture et cette situation actuelle. Ce n'est pas des mesures habituelles. Et c'est en plus, bien sûr, de tous les programmes habituels. Nous avons également continué à encourager les analyses du sol, du végétal et tout ça, pour raisonner les intrants agricoles et pouvoir donc utiliser, les optimiser en termes donc, de quantité. Nous avons également appuyé les filières animales. Alors les filières animales, c'est surtout l'aliment de bétail qui a augmenté et qui a bien sûr eu un impact très important sur le prix des animaux. Et ça constitue pratiquement 70% du coût de production des filières animales. L'orge, qui est très utilisée par l'ensemble des espèces animales, est subventionnée et elle est vendue à un prix fixe de 10 dirhams par kilogramme, 200 dirhams par quintal. Et l'État prend en charge le reste, c'est-à-dire pratiquement 3 dirhams versus 2 dirhams qui est payé par le bénéficiaire. Alors l'approche est différente cette année, c'est-à-dire qu'on a augmenté la quantité, le volume, et c'est une approche de guichet ouvert, au lieu d'avoir des listes, etc. La seule condition, c'est que le bénéficiaire doit être agriculteur ou éleveur. L'aliment composé, il est destiné à la production laitière, à la filière laitière, là également avec des quantités très importantes, mais à 6 millions de quintaux, donc prévus, et aujourd'hui nous avons déjà distribué à peu près 2. Pour l'orge, c'est 18 millions qui sont prévus et on a distribué moins de 5 jusqu'à présent. Évidemment, tout un ensemble d'appuis habituels, tels que la protection sanitaire, donc tout ce qui est vaccin, tout ce qui est aliments, médicaments et tout ce qui est protection sanitaire, qui est gratuite pour l'ensemble des animaux au niveau national pour protéger le cheptel, plus des appuis très importants de ces filières pour pouvoir les orienter vers un rééquilibrage, parce qu'elles ont perdu leur équilibre depuis le Covid, c'est-à-dire la reproduction, etc.
Donc des appuis pour l'amélioration génétique, pour l'encouragement d'achat d'animaux de race pure pour augmenter la performance, etc. Tout un programme donc, qui est raisonné et qui continue. Et puis, bien sûr, nous avons de l'autre côté tout un système d'encouragement à l'investissement qui continue à travers soit le mécanisme du Fonds de développement agricole, soit l'agriculture solidaire, qui est un autre mécanisme très très important et qui est destiné aux petits agriculteurs et aux moyens essentiellement. Donc des programmes structurants de la génération green. D'accord, je retiens que, outre l'élargissement de cette subvention, vous avez aussi joué sur l'équité dans l'accès à l'aide pour tous les agriculteurs. Exactement, exactement. L'ensemble des agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, la sécheresse a atteint tout le monde, elle agit partout. Bien sûr, dans toutes les aides, il y a toujours une priorité pour les petits, pour les grands. Mais quand il s'agit de la sécurité alimentaire du pays, par exemple les engrais, on a agi pour tout le monde. Parce que l'idée, c'est d'augmenter la production. Et c'est la même chose pour l'orge, la même chose pour l'aliment composé. D'accord. Donc face à la pénurie d'eau et la baisse des niveaux dans les barrages, la question de l'arbitrage entre l'eau potable et l'eau de l'irrigation s'impose aujourd'hui d'emblée. Donc en attendant les résultats ou les retombées du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, comment gérez-vous l'équilibre de cette équation et quid des cultures consommatrices tant décriées, Monsieur le Ministre? Très bien. Oui, la gestion raisonnée de l'eau est une question essentielle et très très importante pour pouvoir justement répondre aux besoins du marché, parce que ça commence là, c'est le facteur eau qui, sous nos conditions, constitue le facteur essentiel de production. L'agriculture, contrairement à ce qui est généralement dit, l'agriculture ne bénéficie que du reste du volume après la satisfaction des besoins de tous les autres secteurs. D'abord l'eau potable, l'industrie, et le tourisme, et puis tout le reste, tous les autres. Et le reste part à l'agriculture. Alors, nous avons évidemment chaque année une quantité d'eau un volume d'eau qui est arrêté, qui est par le ministère de tutelle, qui est le ministère des barrages, le ministère de l'équipement. Et cette quantité d'eau, on essaye donc de la distribuer en fonction, donc bien sûr, des régions, selon un assolement prioritaire. L'assolement prioritaire, il prend en considération d'abord les priorités du marché national, c'est-à-dire de l'approvisionnement des besoins du marché national. Deuxièmement, les investissements existants, c'est-à-dire on donne la priorité à l'arboriculture, parce qu'il faut la sauver. Et puis, évidemment, également, on essaye d'encourager les systèmes d'irrigation économes en eau, et on oriente également ces quantités vers les agriculteurs qui ont des bassins et qui remplissent leurs bassins et ce qui permet, en tout cas c'est tout un système donc, de gestion de l'eau. Alors dans le plan eau, de manière globale, l'agriculture a un quota qui arrive à 5 milliards de mètres cubes en principe, ce qui est prévu, ce qui est dans la loi. Habituellement, sur ces 5 milliards, on utilise entre 3,5 jusqu'à 4,5. Depuis l'année dernière, on n'arrive pas à avoir 1 milliard. On utilise tout ce qu'on produit aujourd'hui, c'est moins d'1 milliard. Et ceci est extrêmement important à comprendre. Ça veut dire qu'on est limité dans la production par la quantité d'eau qui est disponible pour l'agriculture. Donc moins d'1 milliard. Et donc tout ce qu'on voit sur le marché, tout ce qu'on exporte, c'est avec cette quantité d'eau. Et donc il faut absolument la rationaliser. Et c'est pour ça qu'il y a un travail de suivi au quotidien en matière de programmation et de reprogrammation en fonction des besoins. Il y a tout un travail de surveillance pour pouvoir réduire les pertes d'eau dans les canaux,
et puis l'utilisation donc frauduleuse de l'eau. Et donc c'est un facteur très important. Et quand on fait un peu les calculs par rapport à ce qu'on fait avec le mètre cube d'eau aujourd'hui, on est parmi les pays les plus efficients en matière de production à partir d'un mètre cube d'eau. Donc tout ce qui a été engagé depuis des années par le Maroc dans le secteur de l'agriculture, on voit les fruits et ses fruits aujourd'hui. Ben, si on n'avait pas ces investissements donc, par le passé, on n'en sera pas sur ces questions. D'accord. Vous voyez, donc on arrive à continuer à approvisionner le marché, mais ce sont toutes les capacités et les infrastructures du passé, et puis tout le savoir qui a été développé, qui permet aujourd'hui d'être proactif par rapport à la question donc d'irrigation, et puis par rapport à tout l'investissement qui a été fait récemment ces dernières années avec la nouvelle vision d'une agriculture qui soit éco-efficiente et qui soit la base d'une sécurité alimentaire, vision qui a été impulsée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, au secteur agricole pour décliner la politique agricole de notre pays à travers des stratégies. Et il y avait les stratégies plan Maroc vert. Aujourd'hui, c'est la stratégie donc Génération Green. D'accord, Monsieur le ministre, qui dit retard des pluies, dit aussi risque d'augmentation des prix des produits agricoles et par ricochet, impact sur le panier des ménages qui aujourd'hui arrivent difficilement à joindre les deux bouts. Est-ce que les Marocains aujourd'hui ont raison de s'inquiéter ? Et quelles sont les mesures que vous avez prévues pour atténuer l'impact de ce retard sur les prix, sachant que non seulement le prix n'est pas, la hausse n'est pas seulement due à la pluie, mais aussi à d'autres facteurs, pour ne citer que les intermédiaires, les transporteurs et aussi l'exportation des produits agricoles. Oui. Effectivement, donc cette conjoncture donc inflationniste depuis 3 ans, puis le Covid, avec tous les problèmes géopolitiques, etc., elle continue, elle a affecté effectivement le pouvoir d'achat et puis la flambée des prix de tous les secteurs. On parle plus de produits, de flambée des prix dans les produits alimentaires, mais en réalité, le citoyen en souffre, il ressent plus cette question, parce que par ailleurs, son pouvoir d'achat a baissé également pour les autres secteurs. Tous les autres secteurs, transport et tout ce que vous avez donc cité comme donc frais. Et donc, cette flambée et les changements de prix, en gros, quand on regarde un peu toutes les productions, il y a une stabilité pour un certain nombre de produits. Il y a eu des augmentations, mais il y a eu une stabilisation depuis l'année dernière sur certains produits. Grâce à toutes les mesures qui ont été prises, pas seulement dans le secteur agricole en termes de politique agricole, mais également en matière de politique alimentaire dans notre pays, en ce qui concerne donc les subventions, en ce qui concerne la stabilisation du prix du pain, en ce qui concerne la stabilisation du prix de sucre, etc. Donc, donc en matière de politique agricole, l'idée c'était d'agir sur le coût de production pour pouvoir réduire le prix c'est ce qu'on a fait. On a fait, et c'est historique, on n'a jamais fait ça. Donc c'est au total, pratiquement, je dirais, 8 milliards de dirhams qui a été dépensé dans ce sens, pour réduire les frais, pour que le produit soit... Mais pour certains produits, il y a des chocs. Par exemple, le choc de température d'août n'était pas prévisible. C'était avec tout ce qu'on a, il y avait encore un choc de température. Vous savez, quand on arrive dans une zone de production à avoir 52 degrés, comme Chtouka, c'est tous les plants, parce qu'il fallait planter à ce moment pour pouvoir produire la tomate aujourd'hui. Tous les plants ont été détruits. Donc il fallait que les agriculteurs replantent encore une fois.
Ils ont replanté, ça leur a pris 15 à 3 semaines de différence. Et c'est ce qu'on voit comme conséquence aujourd'hui sur la fluctuation donc, des prix de tomates que nous espérons qu'ils redeviennent donc à la normale bientôt dès que la production commence à augmenter. Il y a des mesures en ce qui concerne l'équilibre entre ce qui est exporté et ce qui est produit localement. Et ça n'a jamais été le facteur donc, important en réalité, parce que l'export fait partie de la stratégie. L'export, l'agriculteur ne peut pas produire que pour le marché national, il faut qu'il rentre dans son prêt. Mais lorsque il y a des augmentations de prix au niveau national, dans une stratégie de concertation avec les professionnels à travers leur fédération, on arrive donc à équilibrer en donnant la priorité au marché national pour que les prix soient abordables par le citoyen. Donc, tout est mis en place. Question des intermédiaires, Monsieur le ministre, qui est très important. Alors les intermédiaires, vous savez, donc la question des prix, il y a tous les secteurs qui interviennent. Ça, c'est pas le secteur de l'agriculture qui intervient là. Donc toute la question de commercialisation qui a été débattue et il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il y a une vision très importante par l'ensemble des départements qui sont concernés. Et malheureusement, justement, les intermédiaires qui, normalement, dans une approche de modernisation des circuits de commercialisation, ils doivent devenir des commerçants, avec une position tout à fait reconnue, mais en sachant qu'ils ont un maillon qui ne perturbe pas le prix. On connaît leur marge et puis on fait en conséquence. C'est de la transparence. Et vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas normal que l'agriculteur vende la tomate à 3 dirhams 50 et qu'elle se retrouve chez le consommateur à 7 dirhams. C'est une marge qui est c'est plus que le double. Ce n'est pas normal que la marge, que le circuit de commercialisation coûte plus cher que le coût de production. Vous voyez, c'est ça le problème. Et donc, mais ça, c'est tout un système qui est à revoir et il y a un travail, donc un travail. Est-ce que vous travaillez sur ça, Monsieur le ministre? Bien sûr, nous on travaille il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs départements qui sont responsables, qui ont la tutelle de la commercialisation et puis de la distribution, etc. Nous, dans le cas de la génération Green, ces départements aussi contribuent à la mise en œuvre de la génération Green, on travaille sur l'organisation des circuits de commercialisation. Nous avons dans le programme la modernisation des marchés de gros et nous avons programmé un marché de gros par région, un grand marché de gros par région qui seront des relais et qui vont faciliter déjà, si vous voulez, l'organisation de la commercialisation. Ceci va faciliter si vous voulez, l'accès des agriculteurs au marché pour qu'ils puissent vendre directement, donc ça réduit déjà les frais, et puis ça permettra d'organiser ces intermédiaires pour qu'ils deviennent des interlocuteurs qui sont organisés et connus. Donc, et puis, il y a toute la question bien sûr, de fraude, etc., où les systèmes de contrôle nécessitent vraiment un renforcement. Nous sommes responsables par rapport à la question de qualité et par rapport à la question, si vous voulez, surtout sanitaire. Et ça, il y a un suivi. L'ONSA fait un excellent travail, mais quand les circuits ne sont pas organisés, ils ne peuvent même pas faire leur travail. Ouais. Vous voyez, donc c'est une problématique, c'est un défi qui n'est pas facile, mais il est abordé par les différents départements qui sont impliqués. Et il y a des chantiers aujourd'hui en matière, donc, comme j'ai dit, de marché. Il y a les marchés de gros, mais il y a des marchés aussi de distribution, de proximité, et des marchés hebdomadaires au niveau provincial. Donc vous rassurez les Marocains? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez, c'est une conjoncture, parce que si on a une année normale,
tous ces problèmes seront derrière. D'accord, monsieur le ministre. Donc revenons aux stratégies. Durant les 15 dernières années, le Maroc a mis en place des stratégies agricoles qui ont mobilisé des financements importants. Donc avant d'aborder avec vous la dernière stratégie qui est la génération green, je voulais vous interpeller sur le plan Maroc vert qui aujourd'hui continue de diviser entre ceux qui l'applaudissent et ceux qui continuent de le critiquer. Donc objectivement, monsieur le ministre, et sans entrer dans les détails, j'aimerais savoir, est-ce que le plan Maroc vert, a permis à notre agriculture de devenir plus résiliente, plus durable et plus compétitive surtout? Exactement. Alors, le plan Maroc vert a été la première stratégie lancée par Sa Majesté que le roi l'assiste en 2008, qui est venu après la crise alimentaire mondiale de 2008, suivie de la crise financière après. Et il s'agit d'une stratégie intégrée avec une vision de l'agriculture comme étant un secteur d'investissement et la base de notre souveraineté alimentaire. Et donc l'incitation, le budget de l'État a augmenté et les investisseurs également, le budget des investisseurs. Aujourd'hui, pour pouvoir juger des résultats du plan Maroc vert, je vais en citer un certain nombre, il faut comparer la situation par rapport à avant le plan Maroc vert. Et ça, on l'oublie. Vous voyez, l'agriculture avant le plan Maroc vert était une agriculture qui est vraiment une agriculture paysanne, une agriculture... il y a même ceux qui disaient que le Maroc n'était pas un pays agricole avant le plan Maroc vert. Donc il faut comparer par rapport à ça. Aujourd'hui, si on n'avait pas le plan Maroc vert, je peux vous assurer, et je suis dans le secteur depuis toute ma vie dans le secteur, on n'en serait pas à ces questions. On serait devant les questions d'approvisionnement du pays. Est-ce qu'il y a de la disponibilité des produits dans notre secteur? Le plan Maroc vert a mis à travers tout l'investissement dans les infrastructures de l'eau, pour pouvoir économiser l'eau. Nous économisons aujourd'hui plus de 2,5 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire 2 grands barrages, grâce aux investissements dans les systèmes économes en eau, le goutte à goutte en l'occurrence. Nous avons étendu les superficies irriguées à l'aval des barrages, qui n'étaient pas, ils étaient là les barrages, mais ils n'étaient pas exploités. Le plan Maroc vert a également clarifié toute la question de la chaîne de valeur de production. Aujourd'hui. Le plan Maroc vert, c'est lui qui a mis le doigt sur les problèmes tels que les problèmes de commercialisation. Et la production a augmenté aujourd'hui à l'hectare, c'est incomparable par rapport à ce qu'on avait auparavant, avant le plan Maroc vert. Donc la question d'évaluer le plan Maroc vert, qui a été évalué qui a été en long et en large et par les institutions internationales. Et ces institutions internationales qui utilisent le plan Maroc vert comme modèle dans plusieurs pays africains et d'autres pays également, pas seulement africains. Et les demandes que nous continuons à recevoir pour justement appuyer, pour justement essayer de transférer l'expertise et les bonnes pratiques vers ces pays. Bon, donc ça, on peut en discuter. Mais cette discussion sur le plan Maroc vert doit être faite sur les chiffres, sur les statistiques. Pas uniquement sur les approches du plan Maroc vert, l'approche chaîne de valeur, toute la question de l'approche projet. On ne parle plus d'actions de développement, ce sont des actions, des activités qui commencent et qui ne finissent jamais et on ne sait pas quand est-ce qu'elles finissent. Aujourd'hui, projet, ça veut dire on commence une action de développement et on connaît ses moyens qui sont dédiés et qui va faire la responsabilisation et son évaluation après et le temps, quand est-ce qu'elle va finir. Vous voyez, donc et ça c'est très très important, c'est un changement de paradigme et un changement de faire le business dans ce secteur et puis tout ce qu'on a attiré dans le secteur. Alors le plan Maroc vert nous a préparé justement cette base pour pouvoir aller dans la nouvelle stratégie qui est stratégie Génération Green, pour valoriser et consolider les acquis, mais traiter aussi les défis qui sont apparus, des choses qui n'ont pas pu être réalisées parce qu'elles sont complexes. Je vous dis, la question de commercialisation, c'est une question de tous les départements.
Il n'y a pas une responsabilité de l'agriculture. L'agriculture, c'est que les agriculteurs puissent produire et gagner, etc. Mais tout le reste, c'est les circuits, c'est le commerce, c'est l'organisation des communes, et des marchés, etc. Bien sûr, c'est tout ça. Donc alors, ces questions, ces défis sont devenus des objectifs dans la stratégie Génération Green. Et évidemment, il fallait passer par cette phase de mise à niveau du secteur pour pouvoir attaquer une question essentielle, c'est la question de développement humain dans le milieu rural. Faire émerger une classe moyenne. On reviendra par rapport à ça, monsieur le ministre. Voilà. Donc, si vous voulez, nous avons notre système de production, notre système de déclinaison de politique agricole est solide. Il est résilient. S'il n'était pas résilient, on n'aurait pas pu tenir ces 3 années. Et donc, les agriculteurs aujourd'hui sont dotés aussi de techniques et de technologies très importantes en matière donc, de réponse à la sécheresse et de faire beaucoup plus avec beaucoup moins avec la goutte d'eau. D'accord. Pour rebondir sur la nouvelle stratégie Génération Green, 3 ans après son lancement, quel bilan dressez-vous aujourd'hui, monsieur le ministre? Est-ce que vous êtes en adéquation et en conformité avec vos objectifs et le calendrier que vous avez fixé? Oui, parfaitement. Alors, Génération Green a été lancée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en février 2020. Juste après, malheureusement, il y a eu le confinement. Donc toute la crise, si vous voulez, sanitaire, qui a eu un impact, si vous voulez, sur la mise en œuvre sur le terrain des programmes. Nous avons eu à actualiser tous les textes, si vous voulez, d'opérationnaliser les incitations aux agriculteurs, parce qu'ils sont terminés avec le plan Maroc Vert, donc il fallait avoir les nouveaux textes, donc ça nous a pris au moins 1 année de travail. Mais tous les programmes, tous les chantiers sont en cours, ont été lancés, et on est en gros, nous sommes vraiment avec les objectifs, totalement en ligne avec les objectifs. Cette conjoncture et la sécheresse qui continue, bien sûr, elle affecte un certain nombre d'aspects. Alors, la Génération Green, c'est tout simplement 2 fondements. Le premier fondement, c'est l'élément humain, donner la priorité à l'élément humain et mettre le développement humain au cœur de l'équation d'action, avec premier objectif de faire émerger une classe moyenne. Plusieurs leviers. D'abord, toute la question il y a le revenu qui est amélioré, qui sera amélioré davantage à travers toutes les actions qui sont, je reviendrai à certaines. Il y a la question de la sécurité, enfin de tout ce qui est protection sociale des agriculteurs, et bien sûr le grand chantier de Sa Majesté, donc, qui est décliné par le gouvernement. Les agriculteurs en font partie, donc aujourd'hui ils sont bénéficiaires. Il y a la question de tous ceux qui travaillent dans le secteur agricole, qui sont des ouvriers agricoles et les employés de manière globale, où le SMIC, le SMAG agricole, évolue, et depuis l'année dernière, donc le gouvernement, à travers tout le dialogue avec les syndicats, nous sommes sur une augmentation. Il a augmenté de 15% déjà depuis 2020, et 2027, il sera donc au même niveau que le SMIC. Donc ça c'était un objectif. Nous avons toute la question d'attirer les jeunes vers le secteur agricole pour investir. 350 000 jeunes qui investissent dans le secteur agricole nouveau, et soit dans la production, les chaînes de valeur, ou alors dans les services agricoles. Et c'est la première fois que les services, il y a des incitations pour attirer les investisseurs dans les services agricoles autour de l'écosystème. Nous avons mis en place tout un dispositif pour cela, les guichets uniques pour les jeunes. Au niveau de chaque région, nous avons un guichet unique qui s'adresse aux jeunes pour pouvoir encourager les porteurs de projets à les décliner
en projet opérationnel et surtout à trouver les financements, en plus des incitations donc, de l'État. Nous avons mis en place de nouvelles incitations donc, à l'égard, à l'endroit des jeunes. Je cite par exemple des incitations pour les services, les incitations également pour les terres, pour le foncier, des fonciers des communes, enfin plutôt des terres collectives. Alors, qui est un autre levier très important, qui est mis 1 million d'hectares, qui va être mobilisé. C'est le ministère de l'Intérieur qui travaille là-dessus pour cette mobilisation. Et nous, on met en place donc toute la stratégie de développement de ces terres et de leur mise en valeur à travers des incitations nouvelles. En plus des incitations universelles, le jeune qui investit sur les terres collectives va bénéficier des appuis, différents types d'appuis, même pour la location des terres lorsqu'il n'est pas ayant droit. Il peut bénéficier de la location donc, des terres. Un décret va sortir, un arrêté plutôt va sortir bientôt. Et puis il y a toute la question d'encouragement de la technologie, de la nouvelle technologie à base du numérique qui va aider et la démocratiser pour que les petits puissent en bénéficier. Et puis bon, vous avez tout le deuxième fondement qui est travailler pour que la dynamique de développement agricole soit pérenne à travers des objectifs d'une agriculture éco-efficiente. Et bien sûr, éco-efficiente veut dire qu'elle soit durable et qu'elle utilise moins de ressources. Donc l'équation, c'est qu'il faut faire beaucoup plus avec beaucoup moins de ressources, notamment le sol et l'eau. D'accord, vous avez insisté sur le petit agriculteur, ce qui est important parce qu'on souvent on entend que ce sont juste les grands qui bénéficient des programmes de l'État. Donc le petit agriculteur est au centre de vos priorités, Monsieur le Ministre. Ouais. La stratégie Génération Green, en plaçant d'abord l'humain et en travaillant pour faire émerger une classe moyenne, il place le très petit agriculteur au cœur de son intérêt. Et juste pour vous dire comment on travaille, les mécanismes d'aide de l'État qui s'adressent aux petits sont différents de ceux qui s'adressent aux grands. Donc personne ne prend la place de l'autre. Très important. Il y a un effort d'encadrement qui n'existe pas pour les grands, à l'endroit des petits. L'agriculture solidaire est destinée totalement pour les petits et les moyens. Donc si vous voulez, les outils sont séparés, la cible est importante. Bien sûr, il y a beaucoup d'efforts, le besoin est énorme, est important. Plus on progresse, plus le besoin est important. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution. Vous voyez, le petit agriculteur qui avait un niveau de vie il y a 30 ans, ce n'est pas le petit agriculteur qui a un autre niveau de vie, donc il a d'autres besoins. D'accord. Monsieur le ministre, parlons maintenant du PLF 2024. Les hypothèses prévoient une production céréalière de 75 millions de quintaux pour une croissance de 3,7%. Est-ce que, vu la conjoncture actuelle, ces hypothèses, ou cette hypothèse notamment pour le secteur agricole, tient toujours la route, Monsieur le ministre? 75, c'est sur la base des statistiques donc passées, historiques, et donc c'est une moyenne à peu près. Maintenant, est-ce qu'elle tient la route ou pas, ça dépendra totalement de la pluviométrie. Si on a une année normale, on dépassera cette hypothèse, cette 75. On est déjà arrivé à 115 millions de quintaux. Donc ça dépend de la pluviométrie. Et même cette année, aujourd'hui, avec le profil de cette année, les choses peuvent totalement changer s'il pleut, nous avons d'ici jusqu'à fin décembre, si on a une bonne pluie, les choses peuvent totalement changer et on peut parfaitement arriver à un PIB agricole, je dirais, qui permettra
donc de renforcer cette hypothèse. Donc le PLF, la loi de finances 2024, elle va marquer un tournant, notamment avec le lancement d'un chantier qui était très attendu, celui de la décompensation. Vous êtes aussi concerné parce qu'il y a les produits subventionnés, notamment le gaz et le sucre, vont augmenter. Et sachant que le gaz, que le secteur agricole et notamment les exploitations agricoles utilisent du gaz pour la production. Donc comment vous vous êtes préparé à ça et est-ce que vous avez évolué l'impact de cette hausse du gaz sur les prix des produits agricoles et aussi quelle alternative vous avez prévue pour accompagner le secteur dans cette transition, Monsieur le Ministre? Alors d'abord, la décompensation concerne les produits de la consommation, pas de production. Par rapport aux produits, aux intrants donc, agricoles et prix de production, on continue donc à appuyer ce qui était appuyé donc, auparavant. Je pense que peut-être le facteur donc important sera le facteur de l'énergie, donc le gaz, qui est aujourd'hui utilisé dans le secteur en raison de à peu près 250 000 hectares jusqu'à 300 000 hectares. Donc les statistiques sont pas très précises, mais c'est à peu près ça. Donc augmenter 10 dirhams par bouteille. 10 dirhams par bouteille va avoir donc un impact autour, on peut l'estimer, autour de 400 à 500 dirhams par hectare par an. Mais évidemment, la transition énergétique et dans la stratégie Génération Green, nous avons un objectif d'arriver à 20% d'énergie renouvelable. Et donc, les alternatives existent. Il s'agit d'abord de l'énergie solaire. Page solaire. Il s'agit d'autres types d'énergie renouvelable, mais l'énergie solaire constitue un premier facteur. Aujourd'hui, la plupart des agriculteurs qui ont des possibilités, qui sont capables, si vous voulez, d'investir, ont déjà, si vous voulez, évolué vers le solaire. Les prix du solaire ont beaucoup diminué. La technologie a évolué également. Tous les investissements que nous avons aujourd'hui de l'État dans l'agriculture solidaire sont à base de l'énergie solaire. Donc, je pense que sur ce plan, ce n'est pas l'impact le plus important qu'on va voir. Et puis, de toute façon, la décompensation ne fait que commencer aujourd'hui. Et s'étalera sur 3 ans. C'est 3 ans, et donc les détails seront... bien sûr, il y a des analyses, il y a des études, il y a en termes donc d'impact, parce qu'il y a des décompensations, mais de l'autre côté, il y a des appuis et des aides directes. C'est pour ça qu'il y a une décompensation, c'est les aides directes pour qu'il y ait un équilibre, pour que les plus démunis qui méritent puissent bénéficier directement. Donc, dans cette évolution sur 3 ans, et l'équation va s'équilibrer, et c'est dans ce contexte que les analyses sur le secteur agricole sont en train d'être menées, et on aura donc une vision plus claire, mais je ne pense pas que ce soit vraiment, si vous voulez, un problème, parce qu'il y a de l'autre côté, si vous voulez, toute une série de produits agricoles qui continuent à bénéficier de l'exonération de TVA, l'exonération des droits de douane, etc. Donc de l'autre côté. Donc ça, ce n'est pas, si vous voulez, c'est maintenu. Voilà, tout ça. C'est pour ça que je dis que c'est surtout les produits à la consommation qui sont concernés. Donc à partir de 2024, il n'y aura pas d'impact visible d'augmentation du gaz sur le prix des produits agricoles. Nous sommes justement en train de vraiment avoir les détails de l'étude pour pouvoir l'apprécier. Mais à première vue, je pense que les choses... cette transition se fassera de manière souple. D'accord. Donc, dernière question, Monsieur le Ministre. Sur la souveraineté alimentaire, sommes-nous sur la bonne voie de relever ce défi, notamment dans un contexte aujourd'hui marqué par des
perturbations économiques, politiques, mais aussi environnementales. Ouais. Et aussi une question sur la stratégie du stock stratégique. Où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, souveraineté alimentaire est une voie pour atteindre la sécurité alimentaire. Souveraineté alimentaire veut dire produire tout ce qu'on peut produire en respectant le potentiel des territoires de production et d'une manière durable. Donc il faut respecter ce potentiel, il ne faut pas le surexploiter. Et évidemment, on ne peut pas tout produire, il n'y a pas de pays qui est autosuffisant partout. Nous avons de l'autosuffisance dans les légumes, dans les produits, produits laitiers, produits les viandes, etc. Mais nous ne pouvons pas produire nos céréales en totalité lorsque l'année n'est pas bonne. On peut arriver jusqu'à 80% de nos besoins en céréales lorsque nous avons une année pluvieuse, ou une bonne année pluvieuse. Nous avons donc en termes de capacité, parce que c'est là la souveraineté alimentaire, capacité de produire et capacité, si vous voulez, d'être efficient en matière d'utilisation donc de ressources. Et évidemment, exporter ce que nous produisons en excès, parce qu'il faut que l'économie agricole puisse s'équilibrer donc, quelque part. Et nous sommes donc aujourd'hui sur la bonne voie, c'est-à-dire je ne vois pas ce qu'on n'a pas pu actionner. Bien sûr, il y a toujours des améliorations, et les améliorations viendront de la technologie. Et de la recherche et de la science, parce que souveraineté alimentaire veut dire aussi souveraineté en matière de recherche et en matière, si vous voulez, d'innovation, de créativité. La réponse, si vous voulez, au changement climatique veut dire aussi, par exemple, chez les céréales, le semi-direct aujourd'hui, qu'on doit généraliser. Nous avons un programme de 1 million d'hectares à atteindre. Et quand je dis semi-direct, c'est une technologie qui permet d'avoir 20%, 30% de plus que le semi-direct, surtout lorsqu'on a un stress hydrique. La question d'efficience de l'eau, nous avons encore des technologies qui nous permettent d'économiser plus encore en termes d'eau. Donc il y a tout un ensemble de technologies et qu'aujourd'hui, au niveau de notre pays, nous avons les compétences, qui sont formés. Nous avons également un secteur privé qui est très très dynamique, que ce soit dans les services, que ce soit justement dans la nouvelle technologie. Dans l'irrigation aujourd'hui, il n'y a que les sociétés marocaines qui sont actives, même dans le dessalement aujourd'hui, la mobilisation des sources, enfin de sources non conventionnelles d'eau est un secteur très important où il y a des sociétés marocaines et puis, si vous voulez, qui nous permet justement d'affronter la sécurité alimentaire. Notre objectif, par exemple, par rapport au dessalement de l'eau de mer, c'est d'assurer 100 000 hectares à terme qui est irrigué de manière pérenne. Et avec 100 000 hectares, c'est un axe essentiel de notre sécurité alimentaire, déjà, en termes de légumes, en termes de fruits, parce que vous savez, quand on a 100 000 hectares, en réalité, on a au moins 200 000, parce qu'on fait 2 cultures par an. Et donc, toute la question de transfert de l'eau des bassins qui sont excédentaires vers d'autres bassins était une question aussi essentielle, et nous savons le faire aujourd'hui. Donc nous avons, pour répondre à votre question, oui, les bases essentielles pour ça. Et puis nous avons également toute la question du savoir de notre tissu privé, si vous voulez, les opérateurs. Par exemple, les céréales, aujourd'hui, malgré toute la tension qu'il y a, les céréaliers sont organisés et à travers les mécanismes donc, de l'État, ils arrivent à acheter le blé partout le monde avec le moins cher. Et donc, la question du stock de sécurité est une question sur laquelle travaille donc le gouvernement. Nous avons déjà un mécanisme avec l'ONICL pour un stock, une réserve, je dirais, de 6 mois, ça peut aller jusqu'à 8 mois. On a le mécanisme, on l'a déployé sur ces dernières années, mais on travaille sur une vision beaucoup plus grande et où il y aura besoin d'investissements en infrastructure
de stockage, mais également des mécanismes, des instances aussi, parce que qui veut dire stratégique, il faut une instance de décision et de gestion, et donc tout ça est à l'ordre d'étude. C'est proche, moyen, long terme? Oui, on travaille dessus. Je pense que sur ça va se faire progressivement. Et quand on parle de stock de sécurité des aliments, ça dépend des aliments aussi. Il y a des aliments qui sont stockables facilement, et il y a ceux qui sont beaucoup plus périssables et ça demande des infrastructures plus spécifiques. Mais toute l'orientation de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, elle est à l'ordre du jour, et donc il y a un travail dans ce sens. D'accord. Monsieur Mohamed Sadiqi, merci pour ces précisions. Je rappelle, vous êtes ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. Merci beaucoup à vous. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.